Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Politique Économie. Bonjour Pierre. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Alors pour cette nouvelle édition de Politique Économie, nous recevons Bernard Monod. Bonjour Bernard, vous êtes toujours le bienvenu dans cette émission, mais nous avons de la matière que je vous représente de nouveau pour les téléspectateurs qui naissent, car il en est tous les jours de nouveau. Vous êtes économiste politique, ancien député européen, patriote, financier d'institutions publiques françaises et essayiste. Vous avez publié il y a déjà un certain temps, mais un livre dont le titre me plaît bien, le patriotisme ou la banqueroute, et vous êtes vice-président du Cercle national des économistes. J'insiste sur le Cercle national des économistes, puisque, comme vous le savez, il existe un cercle des économistes qui sont beaucoup plus politiquement corrects. Donc, et économiquement corrects. Alors, la première question, eh bien, on va donner la parole à M. Attali, qui nous menace d'un épouvantable krach, d'une crise sans précédent pour le mois d'août. Je ne suis pas sûr que M. Attali soit bon prophète, et on peut même dire que c'est peut-être lui en partie le responsable de ce qui va se passer, mais il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a de la crédibilité à la survenue d'un krach, parce qu'on nous a brandi la menace depuis quand même pas mal d'années. C'est vrai. Mais quand Attali, qui est quand même l'un des co-auteurs de la situation dans laquelle on est aujourd'hui, voilà. Donc co-responsable, voire coupable, depuis très longtemps, puisque depuis les années 80, il œuvrait déjà aux côtés de François Mitterrand et puis tous les autres qui ont suivi. Il y a de quoi commencer à s'inquiéter sérieusement. C'est peut-être une rédemption de sa part. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, moi je considère ça comme un signe avant-coureur en fait de ce qui peut se passer. Ou alors peut-être qu'il a vraiment peur des conséquences et qu'il risque d'être mis en cause dans. Pourquoi rien ne se passe? Pourquoi personne n'en parle de cette déclaration d'Attali? Parce que c'est une espèce d'omerta. Moi, je pense qu'il achète peut-être sa tranquillité future lorsque, effectivement, la banqueroute sera visible de tout le monde. Moi, c'est comme ça que je l'analyse. C'est un problème psychologique. Le Crédit Suisse, la Deutsche Bank a du plomb dans l'aile. J'en parlais déjà dans mon livre il y a 4 ans. Bien sûr, vous l'avanciez, oui, absolument. Donc, on a l'impression que circuler, il n'y a rien à voir, qu'il ne va rien se passer. Oui, enfin en apparence, la communication officielle et politique fait partie de l'ensemble du dispositif, que ce soit au niveau gouvernemental, au niveau des institutions européennes, des institutions mondiales, et puis même de la Banque de France. Voilà, on passe notre temps à nous anesthésier sur les mauvaises nouvelles et à nous laisser miroiter une reprise qui se termine chaque fois en reprise. On l'a vu déjà en 2008. Alors vous êtes l'auteur avec le CNE, donc le Conseil national des économistes, d'une lettre ouverte au gouverneur de la Banque centrale, M. François Villeroy de Galhau, je vais y arriver, et vous préconisez, vous recommandez à ce monsieur qu'il achète, lui et la Banque de France, de l'or. Absolument. On a pris une initiative au niveau du Cercle national des économistes parce que je pense qu'on est les seuls en France à pouvoir le faire. Une espèce de devoir patriotique. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu comment s'intitulait la lettre, c'est « Sauvegarder le trésor de la France ». Le véritable trésor de la France, c'est pas Bercy, c'est pas les dettes, c'est les actifs qui ont de la valeur. Et les seuls actifs qui ont de la valeur dans le milieu financier, c'est l'or de la France. 2460 tonnes. 2436 tonnes, 36, exactement. Pardon. Et encore, on en a perdu 20% depuis... grâce à M. Sarkozy. Ou à cause de M. Sarkozy. Oui, quand je considère moi comme un crime économique d'avoir fait ça. Il en a fait d'autres, malheureusement, après. Mais c'était extrêmement grave, effectivement. Tout ça pour complaire à la Réserve fédérale américaine mais quelle était son intention? Parce que se débarrasser de l'or... C'est quoi, la démonétisation de l'or? C'est une commande atlantiste, bien entendu, voilà. pour faire pression à la baisse sur le cours de Ils ont demandé à Merkel de faire pareil après.
Oui, mais bon, à la fin, là, elle aussi s'est rachetée en faisant un rapatriement de l'or qui était à la réserve fédérale. Donc pourquoi cette recommandation d'acheter de l'or? Alors pourquoi ? Parce que c'est l'extincteur ultime des dettes. C'est ça qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, l'or vaut à peu près 1800 dollars l'once, 1900 dollars l'once et 1800 euros l'once. On peut considérer que dans quelques années, ça vaudra au moins x2, x3, x4, x5, voire beaucoup plus. Moi, je fais référence aux années 70 où on est passé de 35 dollars l'once à 850 dollars l'once, ça fait x24. Ouais. Et donc, c'est donc un extincteur de la dette et une garantie en dernier recours, je dirais, de la Banque de France, sachant que, moi je précise, l'or de la France appartient aux Français, appartient à l'État français, et non pas à la Banque de France. La Banque de France en est simplement la dépositaire, historiquement d'ailleurs, et elle est garante par contre de la sécurité de ce stock d'or, ce qui a été le cas d'ailleurs en 1940, où il y a eu une évacuation politique faite par un excellent ministre de l'époque qui s'appelait Lamoureux, Étienne Lamoureux. Oui, non, pas Robert. Non. Pas Robert Lamoureux, qui était excellent également comme comédien. Et donc, si vous voulez, ça a évité que l'or de la France tombe dans les griffes de l'Allemagne nazie, quand même. Hein. Oui, est-ce que M. Villeroy de Galhau a vraiment les pouvoirs, lui seul, d'acheter cet or? Bien sûr, puisqu'il est politiquement... sa politique monétaire est indépendante. Bien entendu, il doit en référer au board de la Banque Centrale Européenne, officiellement, mais s'il prenait la décision, lui, de son propre chef, au niveau de la France, de racheter sur ses réserves de change, de réallouer une partie des réserves de change, dollars, euros, etc., en or, il a tout à fait la faculté de le faire. Ce que je crains, c'est qu'il ne le fera pas. Et donc, sa responsabilité sera très très importante, parce que, pour moi, il va devenir l'homme clé économique de la France. Ah oui. Transpartisan. Mais à quoi servirait cet or s'il en achetait? Eh bien, simplement, d'abord, on reviendrait dans le rang des grandes puissances mondiales à avoir une réserve très importante. Je vous indique que les BRICS, donc Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, et puis ceux qui suivent derrière, depuis la grande crise de 2008-2009, ont commencé à acheter des quantités d'or très importantes depuis une douzaine d'années, justement pour renforcer la valeur de leur propre devise, que ce soit le yuan, le rouble, la roupie indienne, etc. Donc, si vous voulez, ils ont compris la valeur fondamentale qu'a une réserve d'or. Donc l'or n'est pas la relique barbare de Keynes. Non, mais ça fait partie du discours depuis 80 ans qui diabolise justement l'or. Quand on ne veut pas d'un canari qui chante dans la mine pour annoncer le grisou, hein, on lui tord le cou. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Il y a quand même une question qui se pose et que vous évoquez d'ailleurs, c'est le partenariat avec JP Morgan concernant les réserves d'or. Est-ce que nous avons vraiment la maîtrise de nos réserves? Alors ça c'est un risque secondaire pour moi. Je vais répondre à votre question, mais le premier risque, moi, c'est où est l'or de la France? L'or physique. J'avais écrit en 2015 à Christian Noyer, le prédécesseur du gouverneur de la Banque de France actuelle, Villeroy de Galhau, qui m'avait répondu qu'il restait 10% des réserves d'or à la Réserve fédérale américaine de New York. Villeroy de Galhau, en 2018, m'a dit verbalement que ça avait été rapatrié depuis, etc. Sauf que c'est écrit nulle part. Voilà. Donc, comme je connais la parole des banquiers centraux, je préfère quand même m'assurer par écrit que, effectivement, 100% de la réserve actuelle annoncée dans le bilan de la Banque de France est bien sur le territoire français, dans l'Hexagone. Oui, parce que vous dites réserve fédérale américaine, mais en fait, l'or américain est à Fort Knox. Ça, c'est l'or américain, mais et l'or français? Depuis 1945, il y avait une petite réserve sous prétexte de l'envahissement par l'URSS de l'Europe de l'Ouest, etc. Bon, sous prétexte-là, ce qui s'est jamais produit. Bon, les Américains, effectivement, avaient conservé, comme pour l'Allemagne d'ailleurs, et tous les autres pays, Italie, etc., ils avaient conservé une petite part sur le territoire américain. Mais là, il n'y a plus de lieu d'être. Je veux dire, il faut le rapatrier en totalité en France, et on est indépendant sur notre réserve, qui va être, je dirais, l'extincteur des dettes publiques et de la France, qui sont gigantesques, comme vous le savez. Alors, est-ce que la représentation nationale est tenue au courant de cette affaire? Parce qu'on n'a pas entendu les députés s'inquiéter
Sous prétexte de l'indépendance des banques centrales, et donc de la Banque de France, il ne donne pas d'informations sous prétexte que c'est secret monétaire, etc. Ça relève de la souveraineté nationale. Il y a un vrai problème, puisque l'État français est actionnaire de la Banque de France, de fait, même si elle est indépendante dans sa politique monétaire. Mais je dirais que le patrimoine national qui est la réserve d'or appartient à l'État français et aux Français surtout, au peuple français. Et c'est ça, moi, que je voudrais remettre à l'ordre du jour, parce que c'est une véritable solution d'extinction de la dette considérable. Alors, cette extinction de la dette, Bernard Monod, les banquiers centraux ont conclu qu'il fallait laisser filer l'inflation pour récupérer une partie de cette dette. Qu'est-ce que vous pensez de leur politique ? Ça fait l'objet, effectivement... Alors, je vais répondre à votre question, mais je n'ai pas répondu par rapport à JP Morgan. Oui. JP Morgan, en fait, a été introduit en partenariat auprès de la Banque de France, soi-disant pour dynamiser les comptes de tiers, donc d'autres pays ou d'entreprises qui détiennent un compte or à la Banque de France. Simplement, le partenariat, ce contrat de partenariat n'est pas rendu public, donc on ne sait pas si les réserves d'or de la Banque de France ne font pas partie également de ce mandat qu'a reçu de JP Morgan. Pour moi, c'est un petit peu faire rentrer le loup dans la bergerie. Ben oui, c'est ce que j'allais dire. Ça a été mis en place par une de mes anciennes collègues qui était le numéro 2 de la Banque de France, derrière Villeroy de Galhau, qui s'appelait Sylvie Goulard. Oui, Madame Goulard, oui, bien sûr. Oui. Dont on a découvert finalement qu'elle était financée par des think tanks américains parallèlement. Enfin, bon, ça sent un petit peu comme le conflit d'intérêts. On entend d'ailleurs beaucoup moins parler depuis quelques temps. Et je crois qu'elle fait d'ailleurs plus partie des salariés de la Banque de France. Et c'est de leur physique ou de leur papier ? Alors, la réserve d'or, des 2436 tonnes, sont de l'or physique. C'est ça qui est fondamental. Il ne faut surtout pas que ce soit de l'or papier. Et le problème, c'est que ça peut être mis en garantie pour venir en soutien de l'euro, qui est extrêmement malmené, comme vous pouvez le savoir depuis déjà la crise de 2008. Et puis aussi avec le fameux plan européen de relance, oui, 2021, où on donne où on donne deux et on reçoit un, grosso modo, pour faire simple. Et tout ça, c'est aussi, ça nécessite aussi des garanties financières. Moi, ma grande crainte, c'est que l'or de la France a été donné en garantie. C'est pour ça que je demande également des explications sur... Pour le plan de relance européen. Le plan de relance, pour tout engagement des réserves d'or de la France, pour garantir des engagements financiers de la France. Voilà, c'est ça. Et là, c'est une opacité totale. Et pour moi, c'est très dangereux. Sachant que, encore une fois, c'est l'extincteur ultime de la dette publique. Outre l'inflation dont vous venez de parler. Et donc, effectivement, pour parler de l'inflation, il faut bien que vos auditeurs aient en tête que l'inflation, c'est un impôt caché, non démocratique, car il n'a pas été voté au Parlement français. On ne parle même pas du Parlement européen, surtout pas, mais au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat, c'est des impôts qui sont dissimulés et qui permettent d'éroder le montant de la dette. Et en même temps de faire des recettes artificielles pour l'État. Oui, au niveau des entreprises. La TVA est élastique sur les prix. Absolument, pour la TVA, donc, pour les ménages, mais aussi pour les profits des entreprises et les chiffres d'affaires des entreprises. Mais alors, donc, si l'État et tous les pays endettés, les USA aussi, ont intérêt à l'inflation va continuer. Tout le discours de Bruno Le Maire qui annonce une réduction des déficits et la réduction du KEC. Le KEC, c'est pas le GIEC. Le KEC, c'est quoi qu'il en coûte. C'est ça. Bon, alors c'est du pipeau. Non, mais tout se tient en fait. Le quoi qu'il en coûte, il sort d'où ? Il sort évidemment de l'opération Covid-19, la transition énergétique, financer le conflit en Ukraine pour lutter contre la Russie, etc. Enfin, tout est prétexte pour générer du déficit, donc de la dette derrière l'année suivante, et derrière l'inflation. Car depuis, et ça c'est des sources qui nous viennent directement du club, on va dire, des banques centrales occidentales, chaque année ils se réunissent en grande messe à Jackson Hole dans le Wyoming, et en août 2019, les banquiers centraux ont décidé, ils ont changé de paradigme des 30 dernières années, ils ont dit maintenant il faut de l'inflation, parce que c'est le seul moyen de réduire le montant
de la dette sans partir dans une austérité terrible pour les peuples, quoique on va l'avoir quand même. Et si vous voulez, c'est une manière d'éponger les déficits et les dettes qui ont été contractés depuis 30, 40, 50 ans. On a un Himalaya de dette. Donc la hausse du coût de la vie, c'est le remboursement de la dette. Bien sûr. Bien sûr, c'est une volonté non avouée, bien entendu, mais c'est une volonté de la pseudo-élite mondiale qui nous gouverne, que ce soit financière, bancaire, et bien entendu avec la complicité des chefs de gouvernement et des chefs d'État. Alors, érosion de la occidentaux, hein. Je parle de l'Occident. Nous sommes bien d'accord. On va parler justement des BRICS et du basculement du monde, justement. Mais l'érosion de la dette par l'inflation, vous l'avez dit, c'est un vol, c'est une escroquerie, mais malgré tout, c'est à une condition, c'est que les taux d'intérêt soient fixes. Parce que si on indexe les taux d'intérêt, à ce moment-là, la dette va continuer de grossir. Or, pour l'instant... Ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Ils l'interdisent. Bien sûr. Et regardez même la boucle salaire-prix. Ce qui redoute plus que tout, c'est effectivement qu'il y ait des revendications salariales, que ce soit dans le public ou dans le privé d'ailleurs, pour réclamer un alignement sur la hausse de l'inflation annuelle, des prix à la consommation. Il y a un pays qui le fait, c'est la Turquie. Oui, exact, absolument. Et pourtant, l'inflation est de 80 à 100% par an. Un doublement des prix. Vous parlez des OATI qui ont été décidés par Bruno Le Maire. Non, ça c'est encore autre chose. Ça c'est ce que j'appelle la prostitution budgétaire, c'est-à-dire que, il faut être très clair, c'est-à-dire que l'État, pour éviter d'avoir une attaque sur sa dette française, lâche du rendement en fait à nos créanciers, ceux qui financent notre dette publique, dont BlackRock entre parenthèses, le commanditaire l'ordonnateur de la réforme des retraites, entre parenthèses. Et donc, si vous voulez, là, cette année, on a payé, 2022, 15 milliards d'euros d'intérêts sur les OATI, donc les obligations. Parce que le total des intérêts payés il y a le reste. On est à combien 50 milliards. On a un milliards portefeuille de 100%, il y a 10% en OATI, 90% en obligations traditionnelles à taux fixe, mais qui ont coûté 2 milliards d'intérêts l'année dernière, mais rien que les OATI représentent 15 milliards à eux tout seuls. Ce qui fait que la charge de la dette est passée de 2021 de 38 milliards à 53 milliards. Donc pendant qu'on demande aux Français de payer le coût de la vie plus cher pour désendetter, en fait le gouvernement emprunte sur les marchés financiers avec des produits indexés sur l'inflation qui fait encore grimper la dette. Oui, mais c'est la tête de gondole, si vous voulez. Vous attirez les créanciers internationaux sur les investissements, pour les investissements de la dette française, et en contrepartie, ils n'attaquent pas la dette pour faire monter les taux d'intérêt. Ce qu'ils redoutent, en fait, c'est que les taux, là, ils sont déjà à 3,05 là ce matin, je regardais. Malgré la réforme des retraites, on était à 2,80 avant la réforme des retraites, on était à 3,5, donc tout ça ne sert à rien. Et donc ce qu'ils redoutent, c'est qu'on passe à 4, 4,50, 5, comme aux États-Unis, et que tout s'envole. Mais moi, je peux vous dire que déjà, dans 4 ans, nous sommes à 53 milliards en 2022. Dans 4 ans, on sera au bas mot à 150, 160 milliards de services de la dette, compte tenu de la hausse des 3%. C'est impossible. C'est bien sûr. C'est impossible. La moitié du budget de l'État. Pourquoi croyez-vous qu'ils nous préparent des plans d'austérité et la réforme structurelle sur l'assurance chômage, sur l'assurance retraite, sur la sécurité sociale qui est complètement démantelée. 53 milliards, c'est déjà plus que le budget de la défense. Bien sûr. Ça frise le budget de l'éducation nationale. Bon, et ça va devenir le premier poste budgétaire régalien. Oui, mais si l'inflation s'accélère, ce qui est très probable selon nous au CNE, c'est-à-dire qu'on passe même en hyperinflation, c'est ce que nous on anticipe d'ici 2024. Je vous rappelle que l'inflation alimentaire est déjà à 19% en moyenne dans l'Union européenne, je crois que même 19,4% en Belgique. Donc on n'est plus très très loin de l'hyperinflation. L'hyperinflation, le seuil, c'est 33% par an, selon sur les normes comptables. Donc on n'est plus très loin, mais on va y arriver, compte tenu que
avec l'effondrement du système bancaire qui a commencé, là vous avez vu aux États-Unis depuis un mois, c'est la panique générale. SVB, ils vont dans la panique, ils vont accélérer les liquidités, la planche à billets, que ce soit aux États-Unis, dans toute la zone euro, au Royaume-Uni pareil. Donc le quantitative easing, enfin les facilités monétaires, les assouplissements monétaires vont continuer alors. Voilà, c'est les mots pour rassurer, oui. mais en fait c'est la planche à billets qui tourne depuis des décennies, hein, c'est pas sûr. nouveau. Maintenant, ça a commencé en 2015 sous Draghi, mais aux États-Unis, ils n'ont fait que ça quasiment depuis un siècle. Alors il va se produire maintenant, suite à tout cela, tout ce qui arrive en Occident, il se produit un basculement du monde. On le voit très bien, une guerre des monnaies a commencé entre le dollar et le yuan. Vous avez évoqué l'achat d'or par l'Inde, la Russie, la Chine. Donc ce basculement du monde, il est intéressant à étudier. Il est tourné contre l'Occident, il faut bien le dire. Ça commence par la guerre des monnaies. Vous pensez que la déclaration du mois de mars de cette année, là, qui a été faite par Xi Jinping à Moscou, avec monsieur... En sommet des BRICS, oui. C'est fondamental, puisqu'il annonce que le yuan pourra devenir une monnaie de réserve. Est-ce que c'est possible? Mais ça y est, elle l'est déjà. Oui, alors, elle est reconnue depuis le 21 ou 23 mars, je ne sais plus, par la Russie, donc Poutine, lors de la visite de Xi Jinping. Oui. Et donc ça a été acté et annoncé officiellement comme monnaie de réserve dans les pays hors OCDE. Donc en fait c'est Afrique, Amérique latine et puis l'Asie. Et donc l'Inde, de fait, le reconnaît également. Le Brésil, Lula, le président brésilien, a reconnu qu'il fallait maintenant utiliser le yuan dans tous les échanges commerciaux avec les pays BRICS. Donc c'est la dédollarisation en marche. À vitesse grand V. C'est pas un vain mot que de parler de dédollarisation. Ah non, c'est un mot que j'ai employé d'ailleurs dans vous l'utilisez, oui. Déjà il y a quelques années. Et c'était assez nouveau à l'époque. Absolument, c'était pas encore le cas. Non. Mais ça va en tout cas, ça s'est accéléré à vitesse grand V. Parce que les premières dédollarisations qu'on a connues, c'est l'Irak, la Libye, d'autres pays, même l'Iran. Ça leur a coûté la vie au chef d'État. C'est sanglant. Même on peut supposer que M. de Marjorie, l'ancien président d'Elbe... Alors c'est une vraie question. Bon, voilà, enfin... Moi, je pense que rien n'arrive par hasard, sachant qu'il avait fait un discours 3 mois avant en disant qu'on pouvait... comment dire, libeller le pétrole en dollars, mais qu'on pouvait le payer éventuellement dans une autre devise. Déclaration, c'est casus belli pour les États-Unis. Un malheureux camion s'est trouvé sur la piste de l'avion de M. de Marjorie. Et curieusement en Russie. Et oui, alors ça c'est paradoxal, oui, parce que... Donc, voilà, donc quand on prend les événements, quand on les remet en perspective et puis qu'on fait un peu de prospective, c'est ce qu'on essaye de faire au Cercle national des économistes, les choses sont évidentes. Pour moi, maintenant, ma crainte, c'est l'accélération de la dévalorisation va faire chuter l'hégémonie du dollar, bien entendu, mais également de la suprématie de l'hégémonie américaine. D'où cet esprit belliqueux en permanence, notamment du Pentagone, mais toute l'administration américaine, et si on voit auprès de tous les alliés européens, c'est parce que l'euro va être impacté par la dédollarisation. Dans cette bataille. Il l'est déjà. Il l'est déjà. Est-ce qu'on peut considérer l'euro comme une monnaie de réserve? Elle est un petit peu. Alors justement, j'ai un graphe là-dessus qui peut intéresser pour montrer ce mouvement de dédollarisation. Voilà. Grosso modo, en 2008, donc premier coup de semonce du modèle mondialiste et ultralibéral qui a connu un Big Bang. Hein. Donc 2008, 70% du dollar en réserve de change mondiale. D'accord ? Aujourd'hui, en 2022, ça ne représente plus que 47%. C'est-à-dire qu'en l'espace d'une douzaine d'années, on a chuté de 23% de réserves de dollars dans l'ensemble des banques centrales occidentales. Et donc, si vous voulez... Occidentales, dites-vous. Occidentales et un petit peu, effectivement, russe, Chine, etc. Mais au bénéfice, bien entendu, de l'euro, du yuan chinois et donc du yen japonais. Bien entendu, ce graphe ne montre pas l'or. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une réallocation des réserves de change des devises vers l'or de la part des BRICS. Ce que s'interdit, bien entendu, idéologiquement l'Occident et les banques centrales occidentales. Mais avec les déficits de l'Europe et de la France, particulièrement le déficit commercial de l'Europe et de la France, je parle de la France, pardon, comment peut-elle avoir des réserves de change pour acheter de l'or?
si elle a des déficits. On en a toujours. C'est ce que faisait le général de Gaulle en 1965. Oui, mais notre balance était réserves... excédentaire. C'est vrai. Mais il y a toujours des réserves de... Oui, mais là, vous parlez d'aspect budgétaire. Moi, je vous parle d'aspect monétaire. À la Banque de France, il y a toujours des excédents de change dans différentes devises, dont la réserve d'or, bien entendu. Mais l'or n'est pas une devise banale. En réalité, c'est la vraie monnaie par rapport à toutes les autres devises. Les autres devises sont adossées à la dette et du crédit. Oui. Or, l'or n'est adossé à aucune dette. Elle est indépendante. Enfin, l'or est indépendant. Quelles seront, Bernard Monod, les conséquences de ce que nous annonce donc M. Attali pour l'été prochain? Alors, moi, je fais un parallèle avec l'annonce politique qui a été faite post-réforme des retraites par... Monsieur Macron. Le fonctionnaire qui nous gouverne, le fonctionnaire de Bruxelles qui nous gouverne, M. Macron, qui pour moi n'est pas un président de la République, il est un fonctionnaire de Bruxelles et un agent de Washington et de Wall Street. On voit bien, il travaille que pour lui. Donc il a annoncé quand même le pacte pour le travail et il s'est donné 100 jours. 100 jours, si on se rappelle Napoléon Bonaparte, ça ne lui a pas trop réussi, les 100 jours, puisque ça s'est terminé par Waterloo et son abdication. On va voir comment ça va se terminer d'ici le mois de juillet. Waterloo pourrait être la forme d'un crack, par exemple. Effectivement, l'été, il peut se passer un événement occidental majeur. Moi, ce que je crains, c'est que la montagne de dettes, l'Himalaya de dettes qui ont été contractées depuis 50 ans, que ce soit privé, public, etc., mène toujours à la guerre au final. Et donc, moi, ce que j'espère, c'est que ça ne tourne pas en guerre militaire. Alors, il faut qu'on en parle de cette guerre, parce qu'elle est quand même active. Voilà. Il y a 4 manières de sortir d'une dette. 1, la remporter. Oui. 2, la répudiation. C'est ce qu'ont fait les bolcheviks absolument. En 17, pendant la Révolution. 3, bolcheviks de 1917, c'est-à-dire annulation des bons des obligations russes. Troisièmement, c'est l'inflation. Ou l'hyperinflation. Hein, et quatrièmement, la guerre. Et quatrièmement, la guerre militaire. Ouais. Voilà. Et malheureusement, quand il y a un excès de dette, ça s'est vu en 14-18, ça s'est vu en 39-45. Ouais. La seule manière, pour ces gens-là, c'est de déclencher des prétextes pour faire la guerre. Tout cela n'est pas bien réjouissant. Mais nous allons, sur ces mauvaises nouvelles, faire une pause en attendant, évidemment, de développer cette dimension internationale de la crise. Avec Bernard Monod, nous nous interrogeons sur la situation qui est assez critique, il faut bien le dire. On a annoncé Waterloo financier, économique. Ça pourrait prendre quelle forme, Bernard Monod? Parce que on sait que les banques vont mal, mais qu'est-ce qui va les achever en quelque sorte? Je pense que c'est un tout. Vous savez, dans mon livre, je parle de banqueroute. Banqueroute, ça englobe tout. Hein. C'est crise financière, crise bancaire, crise de confiance, oui. La croissance économique en récession, l'inflation, etc. C'est un tout. Et la crise des casseroles. Ah oui. En France. Ça aussi, mais oui. Non, mais justement, ça fait de la production. Si c'est ça fait du débouché. Mais non, moi, ce que je pense, le point faible, c'est notre dette. Et notre dette, elle est investie en quoi? En obligations. Et donc, on l'a vu avec l'exemple de SVB Bank, Silicon Valley Bank aux États-Unis. Ce qui s'est passé, c'est en fait, les gens ont pris peur sur une information de panique et ils sont allés retirer leur argent, et que ce soit les particuliers ou les entreprises. Et à partir de là, il a fallu que la banque vende son portefeuille, une partie de son portefeuille obligataire, mais décoté compte tenu de la... c'est pas qu'il valait rien, mais il y avait une décote au moins de 20, 30, 40%. Et donc, ils se sont pris la pomme dans leur bilan. Et donc, après, ça fait effet boule de neige, l'effet domino, qui fait qu'on en arrive après une panique générale de l'ensemble. C'est pas pour rien que la Réserve fédérale a envoyé des liquidités parce qu'il faut dire à nos téléspectateurs que les obligations souscrites depuis 10 ans ne valent pas un clou, puisqu'elles sont à des taux d'intérêt nuls.
Très faible. Celles qui ont été achetées en taux négatif ou à zéro, aujourd'hui avec la remontée des taux, elles se décotent. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et donc on vend les vieilles obligations pour en acheter avec des acheter taux. Sauf que ces obligations ont un cours et que ceux qui ont investi en capital, par exemple dans les fonds euros d'assurance vie, aujourd'hui ont emmagasiné des moins-values latentes que nous on estime au Cercle national des économistes à peu près 15% en 2022, moins 15% de perte de valeur en capital, mais qui n'apparaît pas aujourd'hui officiellement. Mais le risque en capital est aujourd'hui immense dans les fonds euros des contrats d'assurance vie français et puis ailleurs, bien entendu, tous ceux qui investissent dans les obligations souveraines. Oui, car il n'y a pas que la France, c'est tout l'Occident. Bien sûr, parce que les obligations sont des contrats, mais qu'on peut rompre à tout moment. Bien sûr. Bon. Bien sûr. Mais donc ce krach obligataire, il est bien réel. Je donne un exemple, parce qu'on me dit non, mais ça n'arrivera jamais, etc. Sauf que c'est arrivé au Royaume-Uni le 27 septembre dernier, ce qui a d'ailleurs fait dégager quand même un gouvernement comme quoi les marchés financiers ont un pouvoir gigantesque. Ça a été un putsch de Wall Street, des banques de Wall Street, contre le gouvernement, enfin la dette britannique, qui a perdu en une matinée, le 27 septembre dernier, 30% de sa valeur. Ça a été totalement passé inaperçu, mais moi qui suis sur les marchés, qui vois l'évolution, moins 30%, et dans la foulée, la livre sterling a perdu 5 à 6% dans la journée. Et une semaine supplémentaire, ça peut se passer en une fraction de seconde. Voilà. Et cette panique, elle peut après faire ce qui s'est passé d'ailleurs en 2008. On n'a pas vu de panique bancaire en Angleterre. Ça a été enrayé immédiatement par la Banque d'Angleterre, qui est indépendante, mais qui quand même à la solde de l'État britannique, ce qui fait que je crois qu'elle a émis dans la journée, pour quelques semaines, 65 milliards de livres sterling. Et donc là, si c'était le cas, calmer l'incendie. En France, que ferait la BCE alors ? Ils enverraient des liquidités comme ils l'ont déjà fait en 2008, c'est-à-dire que, rappelez-vous, Sarkozy, avec ses petits bras qui devaient sauver l'économie mondiale, etc. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait de la dette, en veux-tu, en voilà, un peu moins quand même que Macron. Ah oui, et moins vite que Macron. Peut-être moins vite aussi, mais lui tout seul, il a fait 500-600 milliards d'euros de dette pendant son quinquennat de l'époque. Et il était d'ailleurs affublé du terme de président de la dette, mais Macron a battu le record. Donc voilà, ils savent faire que des dettes de toute manière. Tous les gouvernants qui sont aux manettes en France et partout en Occident ne savent faire que des dettes. Donc à un moment donné, la facture, c'est les citoyens qui la payent, notamment avec l'inflation ou le krach obligataire ou une faillite bancaire, ou la disparition de leur épargne d'une manière. Vous évoquez dans votre courrier, dans votre lettre ouverte à la Banque de France, cette directive Union bancaire européenne pour les dépôts et la loi Sapin 2 pour l'assurance vie. Qu'adviendra-t-il de ces fonds des Français ? Je suis le seul homme politique en France à parler de ce sujet-là. J'en ai fait un chapitre tout entier. C'est ce que j'appelle moi la répression financière. C'est-à-dire que le moment où le système bancaire fera défaut, eh bien, ils ont déjà prévenu tout l'arsenal légal depuis très longtemps, parce que ça date de l'époque de Chypre, pour ceux qui s'en souviennent. Oui, bien sûr, l'expérimentation est chypriote. Voilà, c'est un laboratoire d'essai qu'ils ont étendu à l'ensemble de l'Union européenne. Peut-être une raison pour laquelle le Royaume-Uni a pris la tangente aussi, ça c'est du non-dit. Mais donc en fait, c'est l'Union bancaire européenne, c'est l'autorisation par la Banque centrale européenne via la Banque de France de geler l'épargne dans un premier temps qui est sur les comptes bancaires d'une banque en faillite. On ne va pas donner de nom, mais de toute façon, toutes les banques de la zone euro sont en état de survie. L'insolvabilité est partout. Et donc, ils pourront mettre la main sur les dépôts qui sont sur les comptes bancaires et sur l'épargne des Français dans cette banque qui sera en difficulté. Est-ce que ça veut dire que les Français de l'intérieur est-ce que les fonds des Français seront volés ? On appelait ça comme on veut, spoliation. Mais est-ce que c'est pas de l'emprunt ? Non, c'est pas de l'emprunt, c'est cash. C'est cash. Mais parce que vous prend votre argent. Alors, avec la supercherie de vous dire, mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, c'est au-delà des 100 000 euros 100 000 par compte, etc. Oui, sauf que il y a un risque de 1 200 milliards à peu près de dépôts, d'épargne dans le système bancaire français, national. Il y a à peu près un peu moins de 6 milliards, on va dire 6 milliards d'euros pour garantir 1 200 milliards
d'euros de Oui, risque. c'est ça. En cas de faillite d'une banque, ce sera un risque systémique qui emportera tout le système bancaire, mais pas que la France. En Allemagne, en Italie, etc. Et pareil pour les banques, les compagnies d'assurance vie, idem. Je vous signale qu'en Italie, voilà, absolument, j'allais en parler. En Italie, la banque a fait défaut justement à cause du krach obligataire, qui fait qu'elle a perdu sa solvabilité et ils n'ont pas pu rembourser les assurés. Donc le risque est tout à fait réel. Ils nous font quand même des discours pour nous anesthésier. Ne vous inquiétez pas, c'est sous contrôle. Non, il n'y a rien sous contrôle. Ils sont en train de perdre, les banques centrales sont en train de perdre le contrôle, les États perdent le contrôle. Et la réalité, c'est qu'il faut prendre ces dispositions à titre personnel. Moi, je le dis à vos auditeurs qui nous regardent. Il faut prendre ces dispositions, il faut se préparer à un choc systémique gigantesque qui a déjà commencé avec l'inflation depuis 2 ans et demi maintenant, avant la crise en Ukraine, parce que ça aussi, la Russie est cause de tout, tous les gros problèmes, peut-être même la mort de la reine, ce serait peut-être la Russie, enfin, on ne sait pas, non, je plaisante, là, mais enfin, tout ça pour dire, donc en fait, il faut se préparer à titre personnel, il faut mutualiser avec ses amis, sa famille, éventuellement se mettre à l'abri au niveau de son épargne, ses dépôts, laisser le strict minimum dans les établissements et acheter... Quels établissements ? Les banques et assurance vie. Les banques et compagnies d'assurance vie, absolument. Ouais. Car la solvabilité de tous ces établissements, on l'a vu avec les États-Unis, qui est quand même le centre névralgique de toute l'économie occidentale, même eux sont touchés. Oui, mais alors la classe moyenne française et a fortiori les plus défavorisées, qui sont le 15 du mois en découvert, ne sont pas menacés. Exactement. Heureusement, il y a une inégalité. C'est une incitation au découvert. Voilà. Une incitation au mais découvert en tout bancaire. cas, ce qui est sûr, c'est que les 100 000 euros, c'est une supercherie institutionnelle. Pas garantie. Non, pas du tout. Il n'y a pas l'argent pour. Voilà, c'est pas compliqué. 6 milliards Moi, je crois que j'ai calculé, on arrive à entre 400 et 450 euros par tête de Français clients dans les banques. Oui, mais on se rassure... Voilà, donc on est loin des 100 000 euros. Oui, on se rassure avec l'exemple chypriote en disant que ce sont les oligarques russes qui ont été prélevés et que finalement... Bien sûr. Bon, alors, où les Français doivent-ils mettre leurs dépôts bancaires et leurs contrats assurance vie ? Il n'y a qu'une seule monnaie qui vaille, je le répète depuis des années à qui veut m'écouter, et c'est l'or physique. Il ne faut pas regarder il faut rien écouter sur les émissions qui nous racontent que tout va bien, ou en tout cas les déclarations gouvernementales ou des politiques. Le système est au bord du gouffre. On est dans un château de cartes. Tout le système bancaire est en état de survie. Et donc, il faut prendre ses dispositions et acheter de l'or physique. Mais c'est-à-dire l'enterrer dans son jardin ou Après, les gens font comme ils veulent pour le détenir, ils font comme ils veulent. Si la somme est importante, il y en a qui n'ont pas de jardin, mais si la somme est importante... Ne mettez pas sur votre balcon. Non, mais si la somme est plus importante, en termes patrimonial, je pense qu'il faut même quitter l'Union européenne. Et il y a 2 pays en Europe qui ne sont pas sous cette chape, cet arsenal de répression financière. C'est la Norvège et la Suisse. Voilà. Donc il existe mais les banques suisses, il faut avoir un certain capital pour... Oui, il y a des banques de gestion privée qui ont des seuils d'accès qui sont difficiles. Le Crédit Suisse qui s'est cassé la figure quand même. Mais il ne faut surtout pas aller dans ces grandes banques-là. Il faut aller dans des banques de gestion privées, petites, mais solides. Voilà, elles existent. Et puis il y a également des établissements qui sont non bancaires et qui font de l'achat et de la conservation, du stockage donc de métaux précieux. Il y a l'argent physique aussi, l'or physique. Mais c'est la meilleure assurance pour sauver son patrimoine dans les années qui viennent d'austérité et surtout de banqueroute. Alors la BCE ne va pas du tout dans ce sens-là, puisqu'elle est en train de nous concocter une monnaie numérique. Et vous dites que c'est une fausse solution et qu'elle est en plus attentatoire aux libertés. Absolument. Alors, pouvez-vous nous développer un petit peu cette idée de monnaie numérique ? Vous savez, en permanence, le système fuit. Regardez ce qui s'est passé en 2008. Ils ont fui avec la dette. Ils achètent du temps, en réalité. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Sarkozy a fait 500, 600 milliards d'euros de dette pour justement compenser l'effondrement du système économique en France, mais du système bancaire aussi. Et puis, mais c'est tout l'Occident. Donc, il n'y a qu'à voir les bilans des banques centrales. Quand j'ai écrit ce livre, le bilan de la BCE était à 4 700 milliards. Il est aujourd'hui pas loin de 9
9 000 milliards donc d'achats de dettes de l'Allemagne, de la France, de l'Italie, de l'Espagne, pour éviter que l'euro n'implose. Hein. Donc, si vous voulez, ils font leur boulot, mais ce qu'il y a, c'est que tout ça génère de l'inflation. Donc, la solution, par rapport à ce que vous dites, c'est que ils ont trouvé maintenant le nouveau totem, la nouvelle lubie, c'est le numérique. Alors, tout est intelligence artificielle, tout est ceci, tout est cela. Enfin, tout ça, ça reste des monnaies synthétiques. On le voit avec le Bitcoin. Oui. C'est adossé à rien du tout derrière. Il n'y a aucune contrepartie de valeur. C'est électronique. Donc, imaginez une panne de courant déjà aussi, de manière aussi basique. Vous avez plus, ou vous perdez le code de votre token et puis c'est foutu. Bon, enfin, je veux dire, tout ça, c'est pas sérieux, quoi. Donc là, ils essayent. Et puis le jour où ils vont sortir leur monnaie numérique, donc l'euro numérique, le dollar numérique, c'est aussi un moyen d'étendre toutes les autres, soi-disant crypto-monnaies, qui pour moi ne sont pas des monnaies, ce sont des. Une monnaie, déjà, il faut bien avoir en tête, elle a un cours légal. L'euro, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, a un cours légal en France, dans les pays de la zone euro, etc. Et ils vont tenter de substituer donc cet euro fiduciaire par un euro numérique. Et ce qui sera effectivement qui va à 100%, ils vont supprimer le cash parallèlement, hein, et qui va nous enfermer dans le système bancaire qui sera backé, garanti derrière par la Banque Centrale Européenne. Oui, mais une fois que la banqueroute sera survenue, qu'est-ce qu'il adviendra de cet euro numérique ? On vous dira de le consommer, ce qu'il en restera d'ailleurs, hein, parce qu'après un passage de vague d'inflation monstrueux ou d'hyperinflation, il ne restera plus grand-chose de votre patrimoine financier. Parce que vous avez dit suppression du cash. Vous avez remarqué, la presse, depuis pas très longtemps, depuis une semaine ou deux, la presse économique fait état d'une remontée de la dépense en espèces. Il y a une véritable demande des Français pour aller vers le cash de nouveau. Parce que une lucidité inconsciente. Il y a eu évidemment le paiement sans contact, etc., etc. Puis on a l'impression qu'ils se ravisent maintenant et qu'ils commencent à s'intéresser de nouveau au cash. Il faut s'en féliciter. Hein. Mais je crois que quand les Français vont comprendre tout ce qu'ils ont fait dans leur dos, les gouvernants politiques et les gouvernants économiques, je pense qu'ils vont être dans une fureur noire, dans une colère qui va tout emporter. Moi, je crains que vous dites le contraire, Bernard Monod, parce que vous dites que le chaos général permettrait aux dirigeants mondialistes de garder le contrôle du système financier et de poursuivre leur spéculation. Alors, est-ce qu'il y aura un raz-de-marée populaire ? Ça, c'est leur souhait. Là, je parle de la pseudo, ce que j'appelle le chaos comme Paris financière, bancaire, occidentale, et puis, bien entendu, leurs complices que sont les chefs d'État, qui jouent totalement le jeu. Mais ils pensent réellement que les Français vont accepter d'être à poil Je pense qu'ils craignent quand même une prise de conscience et une réaction violente d'une partie de la population, tout au moins, avec peut-être des insurrections. Justement, vous savez, c'est des gens peureux. Hein. Moi, je les ai vus en face de moi quand j'étais au Parlement européen. J'ai vu le jour où il y a eu un attentat islamiste à Bruxelles. Je peux vous dire qu'ils étaient livides. Hein. Ils n'avaient que de cesse, c'est de prendre leur téléphone pour se réserver un billet d'avion et rentrer chez eux, quoi. Voilà. Ces gens-là, c'est peut-être pas pour rien que M. Attali commence à tourner Kazakh. Alors, l'Union européenne, c'est la paix et la prospérité, nous disait-on. Aujourd'hui, c'est la guerre et le déclassement économique. Et vous dites qu'il y a un risque de soulèvement populaire. Est-ce que nous avons basculé tout à l'heure dans un nouveau monde avec les BRICS ? Est-ce que nous allons véritablement entrer dans un mouvement de révolte populaire en Europe ? J'ai tendance à en douter pour ma part. Pour le moment, non, parce que la colère n'est pas là. Mais quand la classe moyenne s'apercevra qu'ils ont été dépossédés de leur épargne, de leur patrimoine financier, de la baisse du marché immobilier, etc., et que leur richesse n'était qu'illusion, ils se croyaient dans une illusion de richesse, et donc la colère sera là. Alors, ils réagiront, ils réagiront pas. Moi, personne ne peut le dire aujourd'hui. Mais on peut comprendre, effectivement, un mouvement de colère, et c'est ce que redoutent, en fait, les pouvoirs publics, que ce soit en France, que ce soit à Bruxelles avec l'Union européenne. Est-ce que le conditionnement de ce que vous appelez les alibis, les 3 alibis, le corona-libi, le climat-libi, et puis cette guerre, est-ce que vous ne pensez pas qu'ils utilisent
ces événements pour conditionner les Français. Je veux dire, il y a Christophe Barbier dans une interview qui avait dit, voilà, le pouvoir médiatico-politique a foutu la trouille aux Français pour qu'ils se tiennent à carreau, et ça a marché. Mais bien sûr. Mais est-ce que ça va continuer ? depuis un siècle, on manipule les peuples par la stratégie de la peur et de la culpabilité. La culpabilité, oui, c'est important. Bien sûr. Ça marche très bien. Regardez, Macron est un champion de la culpabilité. Et les cabinets de conseil sont très forts là-dessus. Ils sont tous anglo-saxons, comme par hasard. Sarkozy avait le BCG et Macron a McKinsey. Mais puis Bruxelles est envahi de lobbyistes, notamment, on parlait tout à l'heure de BlackRock pour la réforme des retraites. BlackRock a ordonné à la Commission européenne de mettre en place la réforme de retraite pour justement mettre en place les réformes structurelles en France, parce qu'ils sont obsédés, le milieu des affaires occidentaux sont obsédés par faire péter le système de protection sociale français. Oui. Voilà. Parce qu'il y a une manne d'abord de 700 à 800 milliards d'euros et qui verraient bien dans leur giron, ne serait-ce que pour faire du business. D'ailleurs, BlackRock lorgne sur les 350 milliards de stock. De cadre, bien entendu, voilà. Et puis donc BlackRock a ordonné ça à la Commission européenne, présidée par Ursula von der Leyen. Je voudrais bien insister sur ce fait-là. La véritable présidente de la France, c'est Ursula von der Leyen. Laquelle n'est pas élue. Laquelle n'est pas élue, absolument. Et Macron a un lien de subordination avec Ursula von der Leyen. Elle est venue en juin 2021 pour le fameux plan de relance européen avec le premier virement. Et elle a laissé entendre à Macron, mise en place du pass sanitaire, donc il l'a mis en place 15 jours plus tard en France, et dans la foulée, la réforme des retraites. Et ça a été validé par un écrit, c'est le PNR 2022, dans lequel, c'est le programme national de réforme pour la France, la première recommandation, c'est de mettre en place la réforme des retraites et de casser les retraites, les régimes spéciaux. C'est quoi les prochaines étapes de ce PNR? Je ne sais pas. C'est très intéressant ce que vous posez comme question. Je suis très intéressé de voir ce que va être le PNR 2023. On sera fixé début juin. Ce sera climatique, non? Ah oui, mais de toute façon, il y a toujours un phénomène. Donc, pour répondre à votre question, Corona Libye, ils ont utilisé le prétexte du Covid. Du coup, on s'est retrouvé avec 250 milliards de dettes Covid, mais qu'il faut écarter pour ne pas avoir à la rembourser. Vous avez remarqué ce discours en permanence. Là, on peut répudier les dettes dans le cadre du Covid. Et après, il y a eu le réchauffement climatique, donc ce que j'appelle moi le climat Libye. J'aime bien le petit jeu de mots. Et puis après, la guerre en Ukraine. Alors je suggère Poléma Libye. Ah, c'est ça, oui. Bon, Polémos, la guerre en grec. C'est ça, ouais. Mais cela étant, tout est bon. Oui, c'est vrai. Pour créer, et ça rejoint ce que je vous disais au tout début de l'émission, ils ont opté, il y a une volonté cachée de faire de l'inflation. Comment vous faites de l'inflation? Avec des déficits et des dettes. Oui. Mais alors, les syndicats sont vent debout contre les 64 ans, contre la réforme des retraites. Mais pas une seule fois, ils n'ont dévoilé ce qu'il y avait derrière, c'est-à-dire les satisfactions données aux marchés financiers et les intérêts de ces marchés à bouleverser en profondeur la France. Pourquoi ces oppositions ne se sont pas manifester sur le véritable discours à tenir? Excellente question. On peut douter de la loyauté peut-être des syndicats de manière générale. En tout cas, oui, d'abord ils ont appelé à voter Macron. Donc déjà vous votez pour votre bourreau et puis après vous êtes étonné qui cherche à vous guillotiner. Bon, donc malheureusement on n'a que ce qu'on mérite. Deuxièmement, moi j'attends de voir maintenant, parce que avec ce fameux pacte pour le travail qui est intéressant quand même dans le narratif gouvernemental, maintenant on passe, la réforme des retraites c'est terminé, ça y est, c'est fait, et puis on passe maintenant au travail. Donc qu'est-ce qui nous réserve derrière? Pourquoi 100 jours? Moi, dans le calendrier global, c'est intéressant, c'est 100 jours. La première chose que devons... Il laisse la liberté de négociation aux syndicats. Donc on va voir ce que vont proposer les syndicats dans les prochaines négociations. Mais moi, je serai président d'un syndicat, je demanderai avec ma base, absolument, l'échelle mobile des salaires, qui nous a été retirée depuis 1983 sous le gouvernement de Mauroy et de Jacques Delors et la présidence de
François Mitterrand, entre parenthèses des sociodémocrates, hein, bien entendu, qui ont mis en place la pire réglementation ultralibérale, c'est-à-dire que depuis 40 ans, nous avons tous les ans une perte entre 150 et 250 milliards d'euros de richesse du travail, de productivité qui sortent et qui vont vers le capital. Moi, je ne suis pas contre, moi je suis un capitaliste, je suis un libéral, mais par contre, il faut se parer contre les excès du libéralisme et surtout qui quitte le territoire. C'est-à-dire que toute cette richesse qui va dans les dividendes, etc., elle part dans les fonds de pension américains, elle part dans les gestionnaires de fonds d'investissement que sont BlackRock, etc., et puis les créanciers aussi du Qatar, etc. Donc, si vous voulez, cette hémorragie de richesse, elle ne reste plus en France. C'est pour ça qu'on a une inégalité de richesse et puis cet appauvrissement général. Je vous signale qu'en l'espace de 40 ans, la France est passée de la 18e position au rang mondial en richesse par habitant, voilà. Et on est passé à la 24e position. Donc c'est une preuve qu'on est en train de s'appauvrir à la vitesse grand V. Alors maintenant, j'ai envie de vous poser une question. Comment expliquez-vous alors littéralement la lévitation boursière ? Le CAC 40 ne cesse de battre des records, alors même que les richesses quittent la France, qu'on se désindustrialise. Est-ce que c'est seulement l'industrie du luxe qui fait le CAC 40 ? Oui, c'est le luxe et l'énergie avec Total. Ce sont les deux valeurs qui tirent le CAC 40 vers le haut de manière très importante. Tout le reste, on voit, est très loin dans la moyenne de hausse. Alors, il y a deux phénomènes. Le premier, c'est à nouveau les liquidités de la Banque Centrale Européenne sur les marchés qui font que... Voilà. Et deuxièmement, les grandes entreprises multinationales rachètent leurs propres actions. Donc, quelque part, c'est une négation du capitalisme. Quand vous rachetez votre propre action, c'est que vous n'avez plus de capacité, mais de développement, je dirais, intrinsèque, si vous voulez. Hein. Et donc, voilà, je pense qu'on est au bout du système. Encore une petite minute, Monsieur le Bourreau. Monsieur le Bourreau. Voilà, et puis, mais on est au bout du bout. On entre dans une nouvelle ère où le pouvoir quitte l'Occident pour basculer vers les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, et les 50 pays qui sont en train de se réaligner progressivement en Amérique latine, en Afrique, en Asie. Vous avez l'Algérie, vous avez l'Égypte, etc. De plus en plus de pays sont en train de s'aligner sur les BRICS. Les États-Unis ont fait une énorme erreur. Les sanctions, saisissant les ressources de absolument. la Banque ils se sont centrale, tirés une balle dans le pied et ils accélèrent eux-mêmes la dédollarisation. Voilà, ils se tirent une balle dans le pied. Absolument. Parce que le FMI, il y aura un FMI des BRICS. Alors, il y a quelque chose de très intéressant et peut-être, ça explique peut-être les 100 jours. Au mois d'août prochain, les BRICS se réunissent en sommet et vous savez qu'ils sont en train de ils se sont réorganisés sans l'Occident. C'est bien ça le grand drame, notamment pour la France. Enfin, c'est ça qui nous intéresse, nous. Hein. Et donc, si vous voulez, ne vont-ils pas sortir un nouveau modèle, un nouveau système monétaire international qui soit alternatif au système monétaire basé sur le dollar depuis 80 ans. Est-ce que c'est pas ça qui va... Et peut-être adossé à de l'or physique, des matières premières, des ressources naturelles, etc. Et un panier de devises. Donc vous avez quand même ce qu'on appelle les 5 R dans cette possibilité. C'est le Rial, avec le Brésil, le Rand Afrique du Sud, le rouble russe, le renminbi qui est l'autre nom du yuan, absolument, et puis la roupie indienne. Les 5 R, c'est pas impossible que d'ici quelques années, ils nous sortent cette alternative, ce qui mettrait un coup d'arrêt définitif au SMI et donc qui validerait l'effondrement général. Et déjà, le système SWIFT a été remplacé. C'est déjà fait. Donc, absolument. La guerre est un accélérateur de l'histoire. Toute l'histoire en est pleine, hélas. Mais malgré tout, comment éviter cette... Alors moi je parle pour la France, il y a 2-3 solutions. Déjà, diplomatiquement, la France doit travailler la neutralité entre l'Occident et les BRICS. La France doit être neutre.
Or, moi, dans le paysage politique actuel, tout le monde est pro-ukrainien. Donc, si vous voulez, c'est un grand danger, y compris dans la co-belligérance de la France par rapport à la Russie. Hein. Ça veut dire qu'on risque quand même une frappe si on continue à aller dans ce sens-là. La deuxième, après, c'est macroéconomique. La première, c'est dédollariser toutes nos importations extra-européennes, donc payées en dollars. Pourquoi ? Parce qu'on importe l'inflation en euros. En monnaie du pays producteur. Hein. Si on achète à l'Algérie du pétrole, on le paye dans la monnaie algérienne. Je ne sais jamais si c'est le dirham ou le dinar, mais bon, peu importe. Non, mais c'est un exemple. Oui. Donc dédollariser, parce qu'en fait, chaque fois qu'on paye en pétrodollars, on importe de l'inflation. C'est bien ce que fait tout le reste des BRICS. Deuxièmement, c'est effectivement rétablir l'échelle mobile des salaires, là pour redonner du souffle aux Français, et voire même aux entreprises, avec du pouvoir d'achat, et puis éviter l'érosion aussi de leur épargne. Je vous signale que le livret A est à 3%, mais l'inflation officielle est à 6,5%, mettons 6%. Donc voilà. Le taux réel est négatif. Et en réalité, l'inflation est à 19% sur l'alimentaire. Hein. Oui, c'est sûr. L'alimentation, c'est quotidien. Tout le monde s'en aperçoit. Acheter un ordinateur, c'est tous les 3-4 ans. Quoi. Tout le monde s'en aperçoit. Donc voilà, c'est une réalité. Et puis pour les entreprises, ce qu'on pourrait faire en solution microéconomique, c'est de déflater en fait les bilans et les comptes de résultats des entreprises pour qu'elles ne supportent pas ce gonflement artificiel en fait des impôts et des taxes qu'elles payent et qui sont indus puisque c'est artificiel. Hein. Donc on pourrait faire cette solution-là, mais simplement, moi dans le paysage aujourd'hui, je n'entends rien là-dessus, puis encore moins, bien entendu, la question de la sanctuarisation de l'or de la France, d'un programme de rachat massif d'or physique, ce qui permettrait d'encaisser le choc systémique que nous allons recevoir dans les meilleures conditions. Alors, aucun homme politique ne vous semble approcher si ce n'est les analyses, au moins les solutions. J'entends rien. Je n'entends rien. Aucune solution macroéconomique, la dédollarisation des importations, personne n'en parle. Personne. Non. Donc nous, on s'est cru un petit peu obligés au niveau du Cercle national des économistes d'apporter des solutions pragmatiques, courageuses, mais qui permettraient de faire un véritable bouclier anti-inflation, anti-banqueroute, qui protégerait la France. Et les Français. Et surtout les Français. Ouais. Alors, Bernard Monod, merci pour toutes ces analyses. Merci pour votre lucidité aussi. Vous êtes économiste, ancien député européen, vice-président du Cercle national des économistes. Vous avez un site, le CNE. Non, pas de site, pas encore. Mais ce serait important que vous en ayez, parce qu'il faut que vous soyez connu. Parce qu'il y a le Cercle national, encore une fois, des économistes, qui n'est pas tout à fait sur la même ligne que vous. Il y a un site qui est proche de nous, qui s'appelle la LIDEF, L-I-2-D-E-F, la Ligue de défense ça m'a échappé maintenant. LIDEF LIDEF, enfin voilà. Bon. La LIDEF, et j'invite les gens à les consulter. Ils font un gros travail, justement, de réinformation. Et puis, on peut se référer à votre livre, Eurovision pour les peuples, mais surtout, le patriotisme ou la banqueroute. C'est ça. Parce que... Mais ils n'ont pas voulu de patriotisme, donc nous aurons la banqueroute. Voilà, qui n'est pas encourageant, mais qui est assez vraisemblable, malheureusement. On a tout fait depuis des décennies pour en arriver là. Avec un acharnement, alors, extraordinaire. Une complicité, une compromission, une corruption même. Quand vous voyez Ursula von der Leyen aujourd'hui distribuer l'argent, y compris sur des fonds, par exemple l'Union européenne, sont des va-t-en guerre, ils poussent bien entendu aux ordres du Pentagone et des États-Unis, ils poussent en fait les pays européens à aller maintenant, vous avez vu que la Chine est sortie de sa neutralité et soutient maintenant la Russie, notamment sur Taïwan, et comme il s'appelait, Borrell, là, le ministre... Joseph Borrell, absolument, le ministre de la diplomatie, des affaires étrangères, si toutefois ça peut exister, encourage les marines européennes à aller croiser au large de Taïwan, dans le détroit de Taïwan, pour faire de la pression auprès de la Chine. Donc si vous voulez, c'est une escalade supplémentaire vers un risque de guerre. Merci Bernard Monod. Quant à nous, on va se retrouver pour un prochain numéro de Politique et Économie. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air en bas à droite de cet écran et de nous laisser vos commentaires pour un meilleur référencement. Merci à vous deux, messieurs.